Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le micro Florent Hernandez de Alena Group qui va nous parler de sa solution Socialimap. Socialimap, c'est un logiciel de gestion des réseaux sociaux que nous avons la chance de compter parmi nos partenaires Senpai. C'est donc avec plaisir que nous vous proposons ce contenu qui va vous faire découvrir une nouvelle façon de gérer vos réseaux sociaux en entreprise. Florent nous partagera pendant cet épisode sa vision à travers son entreprise, ses observations du marché et les applicatifs et feedbacks de ses clients. Vous verrez, c'est passionnant et vous verrez que certains réseaux sociaux qui semblent être désertés par certaines communautés sont encore très actifs. Et vous verrez également que certains réseaux sociaux qui sont boudés par certaines communautés ne le sont pas par certaines, et bien au contraire. Avant de vous laisser avec Florent, je souhaite vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. On compte d'ailleurs sur vous pour en parler et partager la chaîne autour de vous. Ça nous aide grandement, croyez-moi. Cela étant dit, je vous laisse maintenant découvrir cet épisode passionnant avec Florent Hernandez de Socialimap. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un éditeur de logiciels tout droit venu du sud de la France puisqu'il s'agit de Florent Hernandez de la société Socialimap. Bonjour Florent. Oui, bonjour David. Ravi de t'accueillir Florent aujourd'hui pour ces quelques minutes qu'on va partager autour du micro du podcast de Senpai. Est-ce que pour bien commencer les choses, tu pourrais déjà te présenter pour savoir qui tu es ? Bah oui, avec plaisir. Alors déjà, merci de me proposer de participer à ce podcast. Donc je m'appelle Florent Hernandez, j'ai 37 ans. Effectivement, je vis dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. J'ai créé ma société, moi, directement en sortie d'études, donc directement dans le sud, sur une activité un peu plus traditionnelle d'agence web. Et puis petit à petit, on a fait évoluer nos activités en devenant éditeur de logiciels. Donc ça fait maintenant 11 ans que la société existe. On est une petite équipe basée dans le sud. Et on se développe assez bien au niveau national, voire international. Donc c'est une aventure qui est très excitante, qui est très challengeante. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire ça en tout cas. Eh ben écoute, bonne introduction pour tout ça, puisqu'on va justement développer un peu tout ton parcours et voir ce que tu fais chez Alena Group, puisqu'en fait, je parlais de Socialimap, mais Socialimap est un des logiciels que tu développes au sein du groupe, mais l'entité même, c'est Alena. C'est ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. En fait, Alena, c'est la structure que j'ai créée, donc comme je disais juste en sortant des études, qui est composée en fait de 3 entités un peu distinctes, donc de 3 activités. Une partie agence web au sens traditionnel du terme. Donc agence web, on fait des sites internet, du web marketing, de la formation, etc. C'est une agence web assez classique qui rayonne localement sur les Bouches-du-Rhône, la région PACA. Et ensuite, on a donc deux plateformes qui sont beaucoup plus innovantes. D'une part, Socialimap, qui est une plateforme d'automatisation pour tout ce qui est publication de contenu sur les réseaux sociaux. On va peut-être y revenir un petit peu par la suite. Absolument. Et une seconde qui s'appelle SocialiUp, qui se base un peu sur la première, mais qui permet d'acheminer des contenus, non pas sur les réseaux sociaux des entreprises, mais sur les réseaux sociaux des salariés des entreprises, pour les transformer en ambassadeurs et faire ce qu'on appelle de l'employé advocacy. Non, très clair. Et justement, je vais te poser quelques questions sur le groupe Alena, puisque on reviendra tout de suite après sur Socialimap, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu es partenaire chez Senpai pour cette partie. Donc on développera ça un petit peu dans la partie principale du podcast, mais pour finir l'introduction, peut-être parler un petit peu d'Alena Group, ce que vous faites, à qui vous vous adressez et principalement quelles sont les missions sur lesquelles on peut te solliciter si les gens qui nous écoutent sont intéressés. Alors Alena Group, c'est l'entité chapeau, hein. Il y a la partie Alena Agency, donc là vraiment comme je disais une agence web. On propose essentiellement des petits sites web. Alors quand je dis petits sites web, c'est pas péjoratif, hein. On fait des petits sites web relativement simples, soit des sites vitrines, soit des sites marchands, qui sont pas très complexes à faire. Et on s'adresse principalement aux TPE, PME locales dans les Bouches-du-Rhône ou dans la région PACA. D'accord, tu as quelques exemples peut-être de réalisations que tu as faites récemment Oui, alors on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé pour une boîte de cosmétiques récemment qui s'appelle Inoya, qui est spécialisée dans les cosmétiques ethniques. Donc là, on est sur un site e-commerce avec un design sur mesure, une identité assez propre à la société. Donc c'est un projet assez intéressant, et puis avec beaucoup de composantes web marketing, de fidélisation, de rétention, de relance panier, ce genre de choses, ce genre de problématiques liées au e-commerce. Et puis après, on a fait par exemple, ce qu'on a fait récemment, on a fait le site web de la ville de Salon de Provence, qui est une ville du sud, tout ce qui est logements sociaux de la ville de Salon. Donc là, on est plutôt sur un site vitrine, un peu politique, où il faut présenter l'attrait du territoire, etc. Donc on travaille avec des clients sur cette activité qui sont assez variés finalement, hein. On peut avoir des artisans,
On peut avoir des industries, on peut avoir du B2C, du B2B. Enfin, c'est assez intéressant de jongler comme ça avec les différents types de clients. Et puis, on a des problématiques qui diffèrent de l'un à l'autre, donc c'est assez intéressant. Et une fois qu'on a créé un site web pour un client, on s'occupe aussi de les accompagner sur toute la partie web marketing, c'est-à-dire comment on peut attirer des prospects qualifiés sur leur site, comment on va générer du trafic sur leur site. Et ça, on va le faire en utilisant tous les leviers web marketing qui sont à notre disposition. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être de l'emailing, ça peut être de la base de données, de la publicité, de l'AdWords, du référencement, etc. Et notre métier, en fait, d'agence va consister à imbriquer tous ces leviers, donc déjà à sélectionner les bons leviers, puis à les imbriquer de la bonne manière pour créer une stratégie web marketing globale, pouvoir proposer aux clients et mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc ça, voilà, ça c'est pour la partie agence, quoi. Bah, très clair. Merci pour ces précisions justement. Bon, bah, du coup, on remettra un peu les infos en description du podcast pour les gens qui seraient intéressés et aussi tes contacts. Justement, le sujet pour lequel aujourd'hui on est vraiment centré, c'est Socialimap. Alors Socialimap, est-ce que tu peux nous en parler juste, voilà, nous pitcher un petit peu ce logiciel, il fait quoi et à qui il s'adresse? Socialimap, c'est le fer de lance de notre entreprise. C'est une plateforme qui a été conçue, enfin qui a commencé à être commercialisée en 2014, 2 ans de R&D juste avant. C'est né d'un besoin en fait de l'agence, puisque dans l'agence on proposait des missions de community management à nos clients, et on s'est assez vite rendu compte que plus on avait de clients, plus il devenait compliqué de les gérer tous, voilà, avec autant de qualité pour chacun, parce que c'est une tâche qui est très chronophage et qui demande beaucoup d'humains, donc c'était pas forcément très scalable. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces tâches de community management, il y avait énormément de choses qui n'avaient pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. C'est-à-dire que tout n'était pas forcément, on n'avait pas forcément besoin d'un humain derrière son ordinateur pour faire toutes les tâches de cette mission. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient automatisables, et notamment tout ce qui touche à l'agrégation de contenu et à la publication du contenu. Donc c'est là qu'on a commencé à utiliser des logiciels qui étaient sur le marché. On en a utilisé une dizaine, je pense, qu'on a mis bout à bout et qui nous permettaient d'automatiser tout un tas de choses. Donc de gérer les réseaux sociaux pour tes clients. Voilà, donc il y a un logiciel qui nous agrégeait des sources de veille, d'autres qui remettaient en forme des contenus, d'autres qui allaient servir d'étape de modération, d'autres qui allaient publier sur Facebook, qui allaient publier sur Twitter, etc. Et on s'est dit, voilà, il manque quand même un outil qui répond exactement à notre besoin, et on va le créer. Donc à la base, c'était vraiment un besoin pour nous en interne pour pouvoir assurer nos missions de community management. Donc on a créé Socialimap, on l'a imaginé, on a récupéré les meilleures fonctionnalités des différents logiciels qu'on utilisait, on en a inventé quelques-unes en plus, et on a créé Socialimap. Donc aujourd'hui, Socialimap, c'est un outil qui va vous permettre de brancher d'un côté vos sources de contenu, donc peu importe que ce soit le site web de l'entreprise qui fournit du contenu ou des sources de veille externes, des blogs, etc., qui fournissent du contenu sur votre ligne éditoriale. On va agréger tout ce contenu-là, on va le récupérer automatiquement avec notre plateforme. On va avoir des étapes de filtrage, donc on a tout un tas de ce qu'on appelle des opérateurs dans Socialimap qui permettent de filtrer les contenus, de les retailler, de changer les images, de les minuter, de régler la fréquence de diffusion, les plages horaires, etc. Et ensuite, en bout de chaîne, on va connecter donc ce qu'on appelle des destinations, principalement des réseaux sociaux sur lesquels on va publier tout ce contenu. Et tout le process, en fait, c'est là la puissance de Socialimap, c'est que tout ce process-là va se faire de manière automatique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment paramétré la plateforme, qu'on a dessiné toute sa stratégie d'automatisation, le logiciel va travailler tout seul, il va récupérer automatiquement des contenus à droite à gauche, il va les filtrer, il va les timer, il va les réguler, il va les remettre en forme, il va ensuite pouvoir poster le bon contenu au bon endroit, au bon timing, sur le bon réseau. Et tout ça se fait automatiquement, si bien que on permet à l'utilisateur de se libérer du temps pour se concentrer sur des tâches pour lesquelles il a vraiment de la valeur ajoutée, qui vont être dans le cadre d'une mission de community management. La valeur ajoutée, elle est plutôt dans la conversation avec les communautés, la conversation sur les réseaux sociaux, éventuellement la création du contenu et la modération du contenu qui arrive automatique. Donc en réalité, c'est vraiment un assistant qui va permettre d'être beaucoup plus efficace dans ces tâches de community management. Et il me semble d'ailleurs, Florent, que toi-même tu l'utilises pour toi. Alors je l'utilise effectivement, évidemment pour moi-même. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a un schéma d'automatisation qui existe, qui nous permet d'une part de relayer automatiquement sur mon compte LinkedIn personnel et sur les comptes LinkedIn des commerciaux le contenu qui est produit sur notre site d'entreprise.
Donc ça, c'est une première chose. Donc ça se passe automatiquement. Dès qu'on a une offre, dès qu'on a un nouvel article, par exemple, ou un nouveau contenu sur notre site d'entreprise, automatiquement, on sait que tout le monde va le partager selon un scénario prédéfini, avec des bonnes phrases d'accroche, etc. Et tout ça se passe automatiquement. Et la deuxième chose qu'on fait dans l'entreprise, c'est de la veille. Donc on récupère automatiquement tout un tas de contenus de veille sur notre secteur d'activité. La seule différence qu'on va avoir ici, c'est que la veille n'est pas partagée automatiquement sur nos réseaux LinkedIn. On a une étape de modération où chacun décide de ce qu'il souhaite partager ou non sur son réseau social. D'accord, très clair, hein. Et justement, j'allais te demander parce que quand on a commencé à échanger autour d'un partenariat entre nos 2 plateformes, moi, ce qui m'a le plus étonné avec Socialmap, c'est que oui, on a des outils qui permettent de gérer les réseaux sociaux, les communautés. Et il y avait une singularité que j'avais jamais vue moi, dans ce milieu-là, que j'ai retrouvé chez Socialmap et qui est assez proche de tout ce qui est email marketing automation. C'est-à-dire que pour que les gens se rendent bien compte, c'est graphiquement, c'est des timelines, c'est des enchevêtrements, des successions d'actions que tu as citées. Tu as cité des exemples tout à l'heure. Mais justement, c'est graphiquement, ça se visualise comme une carte. D'ailleurs, c'est dans dans le nom de la solution, associé à l'IMAP. Du coup, c'est mappé et en fait, on connecte tous ces éléments qui ont des propriétés, des actions ou même des destinations en fonction de ce qu'on En veut. fait, à la base, quand on a conçu le logiciel, quand on l'a imaginé, le but c'était vraiment de pouvoir visualiser en un coup d'œil toute sa stratégie d'automatisation. C'est quelque chose qui nous manquait dans les outils qu'on utilisait avant. En fait, on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on avait automatisé, qu'est-ce qu'on n'avait pas automatisé. Quand on a une publication qui sortait, on savait plus d'où ça venait, quel logiciel on avait utilisé pour faire une publication. Donc c'était un peu un enfer en termes de gestion. Nous, ce qu'on a voulu, c'était vraiment sur un seul écran pouvoir visualiser tout son schéma d'automatisation et voir tout le cheminement des contenus du point A vers le point B, quoi, de la source vers la destination. Aujourd'hui, c'est notre force, hein, ce qu'on appelle un mapping, hein, chez nous on appelle ça le mapping. Aujourd'hui, c'est notre force. On a remporté d'ailleurs en 2016 le prix UX, donc le prix User Experience de la French Tech, pour notre interface. Ouais. Pour Félicitations. l'interface comme ça, qui est tout en drag and drop et assez bien faite. Ouais, c'était vraiment Non, mais très clair et justement, on invite les auditeurs qui nous écoutent à aller regarder sur le site pour visualiser un petit peu si vous n'êtes pas familier avec, tout ce qui est, drag and drop et même schéma comme ça en workflow finalement. C'est des workflows qu'on ouais, crée tout dans à fait. Socialmap, hein. Et justement, toi, tes clients, qu'est-ce qu'ils utilisent, principalement comme workflow? Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que dans l'outil, il y a déjà des choses qui sont préchargées? J'imagine que les marketeurs ou les personnes qui utilisent ces outils-là n'ont pas forcément tout le temps de repenser des choses qui peuvent être naturelles. Par exemple, tu me parlais d'un schéma de veille. Est-ce que du coup, vous proposez déjà des choses toutes faites qui sont quasiment Alors, il y a plusieurs applicables tout de choses. suite? Dans la plateforme, déjà, on a des modèles de mapping qui correspondent à des use cases bien précis. Donc, effectivement, on propose déjà des modèles de mapping pour faire de la veille, des modèles de mapping pour faire de l'employee advocacy, des modèles de mapping pour simplement publier sur ses réseaux son contenu corporate. C'est des mappings tout faits, prêts à l'emploi, qu'on met déjà à disposition de nos clients. Maintenant, les mappings, en général, ça va dépendre beaucoup de la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que soit on a en face de nous un client qui est à l'aise avec toutes ces technologies, qui utilise peut-être déjà des logiciels d'automation marketing ou ce genre de choses, donc qui comprend un peu la logique du drag and drop et de schéma. Là, le client peut générer lui-même tout seul, de manière autonome, son propre schéma et le faire tourner. Nous, on restera de toute façon toujours en assistance, on est toujours en backup de nos clients, soit parce qu'ils ont réalisé des mappings et il y a un petit souci, ils n'arrivent pas à régler une certaine chose, soit parce qu'ils ont besoin d'un schéma qui est beaucoup plus complexe et qui demande un savoir-faire et en tout cas une habitude sur le logiciel un peu plus poussée. Nous, en interne, on a un chef de projet qui est expert sur Célimap et qui crée des schémas toute la journée et qui fait des schémas incroyables. Voilà, l'architecte. Mais c'est vrai que quand on veut faire des schémas assez simples, relayer des contenus à droite à gauche sans forcément énormément de règles, ça se passe très bien. Les clients peuvent le faire de manière autonome. Dès lors qu'on va vouloir faire quelque chose de beaucoup plus complexe, en général, le client va faire appel à nous et on va créer ce schéma pour lui. Je vous donne un exemple très simple. On a travaillé récemment là pour une entreprise qui est un groupe automobile, enfin un groupe de concessions automobiles. Et le groupe, je crois de mémoire, ils ont une cinquantaine de concessions, non une cinquantaine de marques sur au moins 200 concessions. Et donc on récupère automatiquement des contenus qui viennent des sites officiels de Jeep, de Renault, de Peugeot, de Mercedes, de BM, d'Audi, de Volkswagen, etc. On récupère tout ça et le logiciel va poster le bon contenu sur la bonne page Facebook de la bonne concession en fonction de la marque, en fonction du jour, en fonction de la ville dans laquelle est située la concession. Donc on a un schéma qui est extrêmement grand, avec un nombre de règles extrêmement pointues, extrêmement important. Et là, c'est le genre de schéma, vous voyez, où le client ne peut pas le faire tout seul en fait. Ça serait source de trop d'erreurs. Donc là, en général, on intervient et c'est nous qui passons 1, 2, 3 jours à faire le schéma.
et à le mettre en ligne, quoi. Très clair et justement, j'en profite, qui sont un peu tes clients, toi et à quel moment te sollicitent, justement? Parce qu'il y a des outils qui aujourd'hui permettent de gérer un peu les réseaux sociaux, mais à quel, type d'organisation, toi, tu as l'habitude de t'adresser et sur lequel Socialimap peut venir se greffer, Alors nos clients justement? sont assez variés en fait. On va avoir des clients, ça se retrouve d'ailleurs sur notre business model, hein, si tu regardez la page pricing sur le site web. On a des offres qu'on appelle SaaS, par abus de langage chez nous, des offres SaaS qui sont disponibles en ligne. Donc c'est-à-dire que les clients sont autonomes pour les prendre en ligne. C'est des licences. Donc c'est-à-dire qu'ils payent tous les mois un abonnement et ils utilisent la Payant plateforme par comme ils veulent. bleu, c'est un site reconduction tant que ouais, puis au moment où on décide d'arrêter, on arrête. C'est des Très bien. offres qui sont très peu chères, qui sont disponibles directement en ligne. Donc ces offres-là s'adressent à des TPE, des indépendants, des petites structures, voilà, des structures où ils sont 1, 2, 3, 5, 10 personnes. Là, on va avoir des offres qui sont adaptées à ces structures-là, sur des tarifs qui sont tout à fait corrects et assimilables pour des petites structures, pardon. Au-delà de ça, on a aussi des offres qui sont plutôt destinées, donc soit à des petites boîtes, enfin TPE, PME, qui ont des schémas extrêmement complexes à réaliser, soit pour des grands comptes. Donc on travaille aussi avec des grands comptes, à qui on va apporter aussi toute une composante de conseil et de stratégie sur la réalisation des mappings. On va travailler par exemple on travaille beaucoup avec les franchises, par exemple, on travaille avec Yves Rocher, pour ne citer que. Yves Rocher, c'est un cas très intéressant. En fait, ce qu'on va faire pour Yves Rocher, c'est qu'on récupère automatiquement tout le contenu qui est créé au niveau national par la tête de réseau. Donc on récupère les contenus qui sont créés sur Facebook, sur Instagram, sur leur site web, etc. Enfin, aussi un peu de veille sur le marché de la cosmétique. Et on va alimenter avec tout ce contenu-là l'ensemble des pages Facebook de tous les magasins répartis sur le territoire. En fonction des spécificités de chaque magasin, si on a par exemple le magasin de Marseille qui veut bien repartager automatiquement, mais sauf le contenu qui parle des rouges à lèvres parce qu'ils vendent pas de rouge à lèvres, tout ça va se passer automatiquement et on va alimenter comme ça des centaines de magasins et des centaines de pages Facebook avec le contenu qui vient du national. Donc ça, c'est des offres plutôt destinées aux grands comptes qui nécessitent une composante conseil assez importante qu'on va leur fournir avec le service, quoi. Ouais, j'imagine aussi, c'est là où tu fais intervenir aussi ton architecte pour bien, faire en sorte que le schéma fonctionne bien et que ça tourne, quoi. Ah bah, super intéressant et donc justement, pose la question parce que je pense que les gens qui nous écoutent, se demandent, mais est-ce qu'on a du coup besoin quand même d'avoir déjà une stratégie en place, de générer déjà beaucoup de contenu avant d'utiliser Alors ton oui et outil? non. Nous, on se rend compte souvent que, effectivement, on a des clients qui viennent nous voir en disant, moi, je veux bien utiliser votre truc, mais on n'a pas de contenu. En général, nous, on leur dit, est-ce que vous êtes bien sûr que vous n'avez pas de contenu? Et quand on va faire des audits chez eux, donc il y a toujours des réunions préalables, voilà, des réunions de travail avec le client. En fait, on se rend compte que du contenu, ils en ont énormément, c'est juste qu'ils le voient pas. Donc ils en ont beaucoup. Et après, on va aussi les accompagner dans la mise en place d'outils pour générer du contenu, voilà, des process et des méthodos pour générer du contenu. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Par rapport au manque de contenu, j'imagine que c'est ça que tu voulais dire? Chez Oui, certains ça y est, clients? ça me revient. Non, ça me revient. En fait, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant, en fait, non, on a beaucoup de clients qui ne viennent pas nous voir parce ils n'ont pas idée des stratégies qui sont possibles avec ce genre d'outils. Et c'est le cas, par exemple, des franchises. Imaginez qu'on puisse redispatcher comme ça un contenu qui vient du national sur toutes les entités locales en fonction de la spécificité de chacune des entités sur le territoire. C'est des stratégies, ça, que le client ne faisait pas. Tout simplement parce que si on devait le faire à la main, on aurait besoin de 2-3 personnes à plein temps pour simplement redispatcher les contenus sur les bonnes pages Facebook. Donc ça, c'est des stratégies qui n'étaient même pas en place avant que le client ne prenne conscience de notre existence. Donc on a aussi un travail d'évangélisation à ce niveau-là, c'est-à-dire de pouvoir montrer au client qu'est-ce qu'il est possible de faire avec notre outil. On a vraiment les deux types de clients, nous, les deux types d'utilisation. Le client qui veut simplement gagner un peu de temps et automatiser des choses qu'il fait déjà, hein, donc une personne en interne qui s'occupe de poster des trucs ou d'agréger de la veille qui le fait déjà, on veut lui économiser du temps. Et le client qui n'est pas conscient de ce qu'il peut faire comme stratégie avec l'outil d'automatisation. Non, mais super intéressant et je pense que, même dans les personnes qui nous écoutent, il y a un univers qui va s'ouvrir parce que c'est vrai que ces fonctionnalités-là, aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'il faut déjà avoir un contenu, un content manager, quelqu'un qui génère tout le temps, tout le temps, tout le temps déjà, des choses avant de lancer quoi que ce soit. Alors que là, non, clairement, c'est le cas pour certains de tes clients et justement, quels sont un peu les feedbacks de ces clients-là? Des gens qui, comme tu as cité, qui étaient peut-être pas très matures sur le sujet, d'autres à l'inverse qui sont hyper matures et qui, du coup, l'utilisent.
utilisent, c'est quoi un peu leur retour d'expérience et un peu les gains qui te rétribuent avec la Les solution? retours d'expérience, ils sont très positifs, hein. Ils sont très positifs. Nous, de toute façon, on a en interne dans l'outil, donc un outil de statistiques et de reporting, hein, évidemment, qui nous permet de visualiser la croissance des communautés, le nombre de posts. Enfin, on a à la fois des statistiques qualitatives et quantitatives, donc le nombre de posts qui sont relayés, sur quelle thématique et sur quel réseau, et puis des stats qualitatives sur la croissance des communautés, les interactions sur les différents posts, le reach des pages Facebook, ce genre de choses. Donc, à partir du moment où on publie du contenu, de toute façon, on aura forcément des résultats si tant est que le contenu soit de bonne qualité. Ça reste la clé, hein. À partir du moment où on a du contenu de bonne qualité, ça marchera si on fait les choses correctement. À l'inverse, du contenu de mauvaise qualité posté, peu importe l'outil, que ce soit posté manuellement, automatiquement, ou ne générera jamais de retour sur investissement pour le client. Mais à partir du moment où on a des bons contenus et qu'on utilise l'outil, le ROI est au rendez-vous parce qu'on va générer des interactions sur les réseaux sociaux et on va augmenter la visibilité de l'entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui ne postent pas ou peu de contenu sur les réseaux sociaux simplement parce qu'elles n'ont pas le temps. Donc là, on va les aider là-dessus et on va leur permettre d'assurer une régularité dans l'animation de leurs différents profils sociaux. Donc après, le retour sur investissement, il est présent, hein, mais selon les clients, on va le mesurer de manière différente. On a des clients qui vont être très axés communication, visibilité. Donc là, on va mesurer vraiment, on va mesurer du trafic généré. Après, on a des clients qui utilisent ça beaucoup plus dans une optique de social selling, donc plus business et génération de chiffre d'affaires. Là, on va utiliser d'autres fonctionnalités de la plateforme où on est capable de traquer sur les liens, de rajouter des call to action, etc. pour vraiment faire de la génération de leads. Donc, on va mesurer l'efficacité du dispositif un peu différemment. Et le troisième cas qui est très fréquent, c'est aussi sur la partie RH. Donc, je déborde un petit peu sur la partie Socially Up, mais quand on automatise du contenu vers des collaborateurs, on va mesurer à ce moment-là beaucoup plus une agrégation de pas mal de KPI. En fait, ça va être de la marque employeur, ça va être de la visibilité, du recrutement, de la cooptation, ouais. Mais des KPI qui sont un petit peu plus axés RH en fait. Ouais. Non, bah, très bien, mais justement, on en parlera peut-être à la fin de Social Hub parce que c'est hyper intéressant. Mais du coup, par rapport à Social Imap, moi j'avais une question pour toi justement, c'est comment tu sens les tendances aujourd'hui? Tu as parlé de social selling, mais quelles sont un peu les nouvelles tendances en ce moment avec les réseaux sociaux? On a beaucoup parlé de Facebook parce que je pense que tes clients l'utilisent beaucoup, mais bon, aujourd'hui l'écosystème est assez fourni, il y a des nouveaux acteurs quasiment tout le temps. Là, il y a parle de TikTok partout, ça explose dans tous les sens. C'est quoi un peu ton regard aujourd'hui sur le marché avec les entreprises que tu accompagnes ou bien même celles qui te démarchent? Les tendances, en fait, j'ai envie de dire pour des entreprises qui sont somme toute assez classiques et en tout cas qui ont une cible de clientèle qui n'est pas forcément les jeunes, les tendances n'évoluent pas énormément. Donc sur ces entreprises-là, sur le B2B, on restera toujours sur du LinkedIn. Sinon, on aura toujours du Facebook, du Twitter, enfin, des choses assez classiques. Ce qui va changer, c'est plus les formats de publication, formats verticaux avec les stories, de la vidéo. On est plus sur des innovations de formats de publication plus que des innovations de plateformes sociales. Par contre, à partir du moment où on va toucher des publics un petit peu plus jeunes, c'est là où on a un peu plus de changements. Et là, on a des plateformes nouvelles qui apparaissent que nous, on se doit d'intégrer au fur et à mesure dans la plateforme. Ça va être du Snapchat, ça va être du TikTok, ça va être voilà, tous ces trucs-là. Qui aujourd'hui, est-ce qu'elles sont disponibles juste pour que tout le monde soit au clair? Aujourd'hui, on peut trouver quoi sur On va Socialimap? retrouver des pages LinkedIn, des profils personnels LinkedIn, on va retrouver des pages Facebook, on va Bien sûr. retrouver des comptes Twitter et on va retrouver des comptes Instagram. Voilà, aujourd'hui, on se limite à ces réseaux-là. D'accord, très clair. Et justement, toi, tes clients, est-ce qu'ils sont en demande un petit peu, bon, j'imagine qu'il y a déjà du boulot pour bien optimiser tous ceux que tu as déjà cités. Mais voilà, justement, c'est quoi la tendance aujourd'hui? Est-ce qu'on commence à investir un peu plus sur du TikTok, sur du Snapchat? Est-ce que Snapchat, du coup, il y a quand même une tranche de la population qui l'utilise pas du tout et l'autre qui est fanatique de ce social Après, media? c'est exactement ce que je disais, c'est qu'on est vraiment, en fait, je pense que le critère principal, c'est l'âge du public, en fait, c'est l'âge de la cible. Si on est sur des populations de cibles de moins de 25 ans, va falloir aller sur ces réseaux-là. Je pense que c'est inévitable. Par contre, je pense que ce serait une erreur d'aller uniquement sur ces réseaux-là. Je pense que sur les réseaux TikTok, Snapchat, la communication est différente, les contenus sont différents. Et utiliser un outil comme Socialymap parce que si vous voulez, Socialymap, ça reste un outil qui est extrêmement puissant, qui permet d'automatiser énormément de choses. Mais qui dit automatisation
dit aussi qu'il faut respecter des bonnes pratiques d'automatisation. Parce que l'idée, c'est pas d'automatiser du contenu à tout va, de le publier le même contenu partout. Ça, on est sûr que ça marche pas. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser pour créer des stratégies intelligentes et simplement gagner du temps, mais continuer à faire des bonnes publications et à appliquer une bonne stratégie. Aujourd'hui, si vous me dites, on va utiliser Social Imap pour récupérer un contenu de LinkedIn et aller le poster sur TikTok, potentiellement, vous pourriez le faire, mais ça n'a pas de sens et ça sera pas efficace parce que les formats de publication sont complètement différents et même les discours que la marque va vouloir partager sur ces deux réseaux est complètement différent. Donc il faut faire attention à ça. Nous aujourd'hui on reste sur la partie un petit peu plus classique des réseaux sociaux, simplement parce que les formats, voilà, on n'est pas encore assez expert des autres réseaux pour pouvoir conseiller correctement nos clients à dessus. On le fait dans la partie dans notre activité d'agence où on leur apprend à utiliser ces réseaux et comment aller dessus de manière manuelle, mais la partie technique Social Imap aujourd'hui ne permet pas encore de... On surveillera parce que je sais que tu as une R&D qui tourne et qui évolue beaucoup. Et souvent, tu sais, dans l'écosystème, on parle souvent de Facebook avec les différentes actualités qu'ils ont. Il y a eu quand même une tranche de la population qui a quand même déserté cette plateforme. Est-ce que toi, tu le constates? Est-ce que tu penses que justement Facebook est en train de perdre de la part de marché, de la part d'audience vis-à-vis d'autres réseaux sociaux? Est-ce que tu le constates? Alors, ça? en fait, moi, je constate pas de perte d'audience. Au contraire, en fait, sur une tranche d'âge définie, l'audience est toujours la même. Ce qu'on constate sur Facebook, c'est surtout une perte d'acquisition de nouveaux utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que les plus jeunes n'ont pas de compte Facebook, mais les plus anciens qui étaient toujours sur Facebook le sont toujours. Donc, il faut bien faire la distinction des deux Bien sûr. et se dire que Facebook n'est plus intéressant, je pense que ce serait une grosse erreur. Aujourd'hui, Facebook reste la plus grosse plateforme qui a le plus d'utilisateurs au monde. Et c'est un fait, c'est pas moi qui l'invente, on regarde les chiffres. Donc aujourd'hui, se priver de Facebook quand on est une entreprise qui a une cible dans cette tranche d'âge-là, je pense que c'est complètement stupide. Et d'autant plus qu'il faut comprendre que Facebook possède aussi d'autres entités, WhatsApp, Instagram, qui appartiennent à Facebook. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut compter encore sur Facebook et pour pas mal d'années. Et du coup, c'est quoi un peu les tips que tu donnes à tes clients, en tout cas les équipes de Social Imap donnent à leurs clients quand ils veulent optimiser un compte Facebook justement, quand ils veulent faire du social selling? Donc là Alors nous, ce qu'on leur conseille, c'est il y a plusieurs choses. Il y a la qualité des contenus. Donc, en général, on fait des réunions de travail avec nos clients sur la charte éditoriale, la ligne éditoriale qui est à tenir sur ce réseau social-là. Comment on va créer le contenu, qu'est-ce qu'on va dire, de quelle manière. Et ensuite, on va les accompagner aussi sur la mise en place de la stratégie d'automatisation, c'est-à-dire à quelle fréquence on va poster, de quelle manière, sur quelle plage horaire, etc. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et ce que je conseille aussi généralement à nos clients, c'est de ne pas se reposer uniquement sur Social Imap. Aujourd'hui, alors ça nous est déjà arrivé, hein, un client qui vient, qui nous dit ok, on va automatiser, on utilise Social Imap, on publie des choses sur Facebook. Donc il publie sur Facebook, très bien, ça automatise, et derrière il ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'il se contente d'automatiser des choses sur sa page Facebook, et ensuite il est spectateur et il regarde ce qui se passe. Et surprise, il se passe rien. Nous, comme je l'ai rappelé en introduction, Social Imap, c'est un outil qui est un assistant de votre département com ou de votre community manager. C'est pas lui qui va non plus générer de l'engagement ou gérer des conversations avec les communautés. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir quand même quelqu'un en interne qui va être le pilote de l'outil et qui va être là pour le programmer, pour le gérer et surtout pour réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou sur n'importe quel réseau, s'il y a des commentaires, s'il y a des interactions et s'il y a des choses à gérer que l'outil ne peut pas gérer. Donc tout ce qui a besoin d'un être humain pour être géré, il faut quelqu'un pour le gérer. Donc nous, le conseil qu'on leur donne, en tout cas la mise en garde, se dira ok, on automatise, vous allez gagner énormément de temps, ça va être super. Par contre, si vous ne faites que ça, vous n'aurez pas de résultat. Non, mais c'est très clair, hein. Et justement, moi, je prends aussi des notes de mon côté pour Senpai. Mais par exemple, c'est quoi un bon rythme de publication sur Facebook, toi? Qu'est-ce que tu vois comme bonne pratique sur ce réseau social-là? Là-dessus, il n'y a pas forcément de règles absolues, hein. C'est vrai qu'on est sur des rythmes qui sont assez différents d'un réseau à un autre. Twitter, on va pouvoir poster 10, 15 fois par jour. Ouais, c'est pas gênant. Facebook, on va peut-être en mettre un petit peu moins. Moi, je conseille d'en mettre, on peut monter jusqu'à 2, 3, 4 par jour, mais ça, c'est vraiment... C'est pour les plus acharnés. C'est vraiment le max, ouais. Sauf si on est une entreprise de médias ou de contenu où là, on peut poster énormément. Mais sinon, une entreprise classique, on fait un post par jour, un post tous les 2 jours. Pour moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Très clair. Après, Bah écoute. sur les jours de la semaine et sur les plages horaires, là-dessus, je ne m'aventurerai pas à donner des recommandations parce que ça dépend beaucoup des secteurs business. d'activité de chaque entreprise. Et en général, le mieux,
c'est d'aller directement dans Facebook Insight, donc le petit outil de statistique directement qui est lié à votre page Facebook, et de voir quel moment et quel jour vous avez déjà eu le plus d'interactions sur vos posts, sur les publications que vous avez faites par le passé. Et se baser là-dessus pour programmer les publications futures peut être une bonne idée. Je sais qu'on a des clients pour qui ça marche très bien de poster le dimanche à 15h par exemple, quand ils ont fini le repas de famille, hop, les gens vont sur Facebook et ils like des trucs. Des fois, on a d'autres entreprises on va privilégier plutôt les horaires dans les transports, donc après 18h, entre 8 et 9 le matin, des fois entre midi et 14h. En fait, ça dépend vraiment du secteur d'activité du client. Donc là-dessus, je pense que le mieux, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les statistiques sur les posts passés, et de se caler là-dessus, quoi. Ah bah, très clair. Et justement, tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu de l'autre solution que vous avez chez Alena Group, c'est Socially Up. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que quand tu m'en as parlé, je trouvais ça super intéressant. Et Ouais, bien justement, sûr. on peut prendre quelques minutes pour en Là, parler. je vais repartir à la genèse du projet, parce que pareil, en fait, au sein d'Alena Group, on fait jamais rien de manière irréfléchie. Le besoin, l'idée de créer Socially Up est née encore une fois d'un besoin terrain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait Socially Map et qu'on avait des clients qui ont commencé à l'utiliser, en fait, au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'au lieu de brancher leur compte, leur page d'entreprise sur la plateforme, ils commençaient à brancher le compte LinkedIn du dirigeant, le compte LinkedIn du commercial, le compte LinkedIn du manager, etc. Et ils automatisaient comme ça, ils créaient des petits scénarios pour publier les contenus sur les comptes des collaborateurs de manière automatisée. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Quand on veut connecter effectivement le compte du DG, du PDG, du DRH, etc., on en a une dizaine, il n'y a pas de souci, on les met sur le mapping, on les connecte et on fait un scénario. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut déployer ça à plus grande échelle sur l'ensemble des collaborateurs du groupe et que dans le groupe, ils sont 10 000? Le mapping qu'on a fait chez SociallyMap, il est extrêmement fluide et extrêmement pratique. Maintenant, il n'est pas adapté à ce volume de connexion. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer une autre entité qui serait une application mobile que les salariés pourraient télécharger et sur laquelle ils pourraient recevoir tout le contenu que leur entreprise leur pousse. Peu importe que ce soit du contenu corporate ou du contenu de veille en rapport avec leur domaine d'expertise. Donc Socially Up, c'est cette partie-là. C'est la partie appli mobile qui permet à chaque collaborateur de recevoir le contenu directement sur son téléphone et de décider lui-même s'il souhaite le partager ou non sur ses réseaux sociaux personnels. Donc on a cette appli Socially Up qui nous permet donc de recevoir du contenu et de le repartager. Et autour de ça, on a créé 2-3 autres fonctionnalités autour de ce partage de contenu qui permettent aux collaborateurs de faire d'autres actions. Donc on a développé par exemple un chat dans l'appli mobile qui permet d'ouvrir un canal de communication entre l'ambassadeur et son service RH par exemple. On a intégré ce qu'on appelle un mur d'information qui permet d'avoir un espace, un peu le tableau d'affichage digital de la boîte dans son mobile. On va retrouver là-dedans tutoriels, ça peut être des chartes de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, ça peut être des mini-formations, ça peut être pas mal de choses. Et on a développé aussi dans l'application mobile un système de sondage qui est très utilisé par nos clients et qui permet d'envoyer des enquêtes à tous les collaborateurs pour des sujets divers et variés. C'est-à-dire qu'on peut très bien lancer des enquêtes sur la qualité du lieu de travail, sur le menu de la cantine, sur qu'est-ce que pense le collaborateur du nouveau logo de tel projet. Voilà, on peut sonder comme ça les collaborateurs et c'est quelque chose qui est très participatif où les collaborateurs participent beaucoup. D'accord. Donc plus en usage interne finalement. Ouais, c'est ça. Là, on mélange vraiment, sur Socially, on mélange vraiment des fonctionnalités de com externe, donc partage de contenu sur les réseaux sociaux, et de com interne, chat, sondage, bien-être au travail, et ce genre de choses. Et dernière chose, on a un outil non, parce que c'est quand même un point important de proposition de contenu. C'est-à-dire que là, les collaborateurs peuvent devenir acteurs et proposer eux-mêmes des contenus à leurs collaborateurs s'ils trouvent des contenus intéressants. Ah, donc Ça, quelqu'un c'est d'un autre service peut envoyer du contenu le community manager parce qu'il a vu ça, je C'est sais pas. ça. Je prends l'exemple, par exemple, un commercial qui est en rendez-vous client et qui signe un contrat, il se prend en photo avec le client, il envoie ça dans l'appli et tous les autres collaborateurs peuvent le repartager. Ce genre de choses. Top. Un gros événement se passe dans un magasin. Tu parlais d'Yves Rocher tout à l'heure. Je sais pas, il y a Michael Jordan qui arrive dans le Yves Rocher de Aix-en-Provence. Et ben, ça peut se partager un peu partout. Exactement. Et dans le cadre des franchises, ça a beaucoup de sens parce que ça permet de faire remonter de l'information du terrain sur des entités qui sont peut-être géographiquement assez éloignées en fait du siège. Donc ça, c'est souvent un point une petite faiblesse pour fédérer tout ça et pour faire prendre toute la mayonnaise, on a un système un peu de gamification avec des petits classements, des petits jeux pour savoir qui partage le plus, qui est le meilleur ambassadeur, etc. Malin. Un peu ludique et sympa.
Et du coup, justement, Social Imap et Social Up, est-ce que ça se prend indépendamment ou tu es obligé de prendre les deux? Comment ça se Alors passe? c'est une bonne question. En fait, c'est quasiment le même logiciel. SocialImap, la partie mapping qui automatise des choses, va être indispensable à SocialIUp. C'est-à-dire qu'en fait, l'entité SocialIUp, on la pose sur un mapping SocialImap et on utilise le mapping SocialImap, le schéma, pour envoyer du contenu à l'intérieur. Donc si demain on veut utiliser SocialIUp, la partie employé advocacy, en fait derrière il y a un mapping SocialImap qui tourne pour gérer tous les contenus. Parce que de la même manière, SocialIUp, l'appli mobile, tous les contenus qui sont envoyés dedans sont automatisés. Parce que l'idée, c'est quand même d'envoyer, imaginons que demain on est une entreprise avec 1000 salariés. Sur les 1000 salariés, potentiellement, grâce à SocialIUp, on est capable d'envoyer 1000 contenus différents à chacun des salariés, en fonction de leur poste de l'entreprise et de leur domaine d'expertise. Donc heureusement que derrière, il y a un mapping SocialImap qui tourne pour automatiser tout ça. Et d'un point de vue tout à fait concret, est-ce que il faut prendre une offre SocialImap si tu veux prendre l'offre SocialIUp? Non, 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 c'est Tu peux compris. prendre SocialIUp à côté. Ouais, on a fait les choses simples. Si on souscrit à SocialIUp, derrière le SocialImap, c'est transparent en fait. C'est Oui, compris bien dedans. sûr. Voilà. Par contre, à l'inverse, SocialImap peut s'utiliser tout seul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un mapping SocialImap qu'on est obligé de poser une entité SocialIUp dessus. D'accord. On peut faire des stratégies social Donc media. chacun peut y s'y retrouver, quoi, en fonction de ses objectifs. Et bah, c'est très clair. Je pense que tout le monde a bien compris ce que tu faisais et dans quel environnement et quelles sont les réponses que vous apportiez sur le marché avec ces logiciels. Et j'ai Ouais. envie de te demander, bah, concrètement, en fait, je pose la question souvent à mes invités. Voilà, par rapport à ces 2 années qu'on vient de vivre, là, tu vois, on parlait de franchisé, mais on a quand même eu un contexte un peu particulier. Bah, il y a beaucoup de business qui se sont arrêtés ou qui ont marché au ralenti. Toi, comment tu l'as vécu chez Alena Group et comment ça s'est passé pour les solutions SocialImap et SocialIUp? Est-ce que ça a Alors, continué à se développer quand même? Alors nous, on a eu des difficultés comme toutes les boîtes du monde, je pense. Il y a pas mal de choses qui se sont passées en fait pendant cette période de Covid. En fait, on a des délais qui se sont extrêmement rallongés, si vous voulez, entre l'entreprise qui avait décidé de se lancer dans un projet, Covid est arrivé, ça a été retardé de 6 mois. Grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Finalement, on a continué à tourner comme avant, mais un petit peu plus lentement, quoi. Voilà. Après, au bout d'un moment, je pense que on a cette chance-là d'avoir un outil, je parle pour SocialIUp, qui permet de fédérer les équipes et qui touche sur la cohésion d'équipe et sur la communication interne. Et ça, dans cette période de Covid où on a beaucoup, il y a des entreprises qui ont découvert même le télétravail et tout Télétravail. ce qui est travail à distance, des outils comme le nôtre ont quand même beaucoup servi à fédérer, à garder la cohésion d'équipe. On a d'ailleurs, pendant le Covid, donc je crois que c'était pendant le premier confinement, il y a le ministère du Travail qui avait lancé un appel à projet aux acteurs de la French Tech pour mettre à disposition des plateformes qui favorisaient justement le Tout à fait. télétravail d'entreprise. Donc on avait passé un audit avec la personne responsable au ministère et notre solution a été recommandée par le ministère du Travail. C'est pas le ministère du Travail, je crois que c'était le ministère de l'Industrie, enfin, peu importe. De l'économie et de l'industrie, je pense, oui, ça. C'est ça, de Et de la l'économie et de finance. l'industrie. On a été recommandé, donc on a été affiché en gros sur le site du ministère. On a été identifié comme une des solutions qui pouvait favoriser la mise en place du télétravail. Donc ça nous a bien aidé et on a aussi aidé du coup pas mal d'entreprises à le mettre en place. Je précise que cette offre-là était gratuite pendant le confinement. D'accord. Non, mais c'est super. Et justement, tu vois, là aujourd'hui, c'est quoi l'observation 2021? On commence à voir un peu le bout du tunnel et encore, touche du bois en tout cas. Est-ce que Ouais, ouais, justement les gens ont euh, commencé à prendre le pli? Oui, oui, on touche le tunnel. Moi, si j'avais une analyse, alors je suis pas économiste, mais si je devais faire une analyse vraiment sur des données concrètes que moi je vois au quotidien, j'ai l'impression que tous nos clients grands comptes portent très bien. Tous nos clients grands comptes, je vous ai parlé d'Yves Rocher, mais on en a plein. On travaille avec Engie, avec la Française des Jeux, avec Total, avec Orange, ce genre de société. Quasiment tous nos clients ont upgradé leur licence. Ils font grossir leur programme. Ils intègrent de plus en plus d'ambassadeurs. Ils connectent de plus en plus de réseaux sociaux. Et à l'inverse, nos clients plutôt TPE, PME ont un petit peu plus de mal à franchir le cap. C'est un peu ce que je remarque Et moi comment dans tu ma l'expliques, toi, formation. justement, quand tu leur parles, c'est quoi un peu les signaux que tu détectes? C'est parce qu'ils sont pas encore prêts, il y a encore un manque de prise en considération des réseaux ou même de cette façon de Non, travailler? je crois que on a quelques-unes, heureusement pas tous, mais on a quelques clients qui sont un petit peu en difficulté peut-être D'accord. financièrement comme beaucoup. Et à partir du moment où nous on propose un outil qui est finalement un outil de com et de marketing, on n'est pas aussi essentiel qu'un outil de CRM ou qu'un outil de je sais pas quoi De qui vente va être directe, oui. ouais, qui va être un petit peu plus crucial dans leur activité. Je leur en tiens par rigueur, mais je pense que c'est normal des fois qu'on passe après d'autres investissements qui sont plus cruciaux pour eux, quoi, tout simplement. Mais, D'accord. mais dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre quand même. On a des très beaux clients, on en acquiert régulièrement des nouveaux et on a assez peu de pertes. Ouais, il y Donc a un mal pour un bien, quoi, on va dire. tout se passe quand même
assez bien, quoi. Eh ben, écoute, on te souhaite que ça continue comme ça. Et justement, pour peut-être conclure ce podcast, Florent, est-ce que tu as des actualités à nous partager, que ce soit au niveau groupe, mais bon, forcément, je vais te parler de Social Imap, moi. Qu'est-ce qui attend tes clients, tes futurs clients, les prospects qui nous écoutent peut-être, sur cette fin d'année et l'année prochaine? Alors, malheureusement sur la partie Social App, pas énormément de nouveautés qui vont arriver. Alors disons que sur Social App, on a une partie maintenance. Enfin, on maintient toujours le logiciel, hein, il y a toujours des choses qui apparaissent, mais on est beaucoup en ce moment sur des développements qui sont pas forcément visibles par nos clients. Des versions de langage, des versions de langage de programmation, etc. Donc on met tout à jour, on travaille sur nos serveurs, sur l'hébergement, etc. Les innovations sur lesquelles on travaille en ce moment sont un peu plus axées sur la partie Social Up. Bien sûr. On a développé un système de SSO, voilà, de single sign-on à la demande de certains de nos clients pour pouvoir connecter plus facilement les ambassadeurs. On a développé un système de gamification dont je parlais tout à l'heure pour favoriser l'engagement sur l'application mobile. Et là, on est sur d'autres développements qui sont à venir, qui vont plus toucher à des choses de com interne, de formation, enfin vraiment plus axé sur les compétences des collaborateurs. Donc ça, c'est ce qui va être notre objectif sur la fin d'année, voilà, sur la partie plus Socially Up que Socially Map pour l'instant. Eh ben, très clair. Eh ben, écoute, on fera un plaisir de relayer toutes ces informations-là, puisque, je le rappelle, la société est partenaire de Senpai et nous, on a pu voir un peu ce que vous aviez dans le ventre et ça nous a quand même beaucoup impressionné dans le process. Et on est fiers de vous compter parmi nos partenaires. Et peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut te contacter si on a besoin de te joindre ou peut-être tes équipes commerciales, si on veut aller un petit peu plus loin? Le plus simple, c'est directement sur le site web, www.socialymap.com et www.socially-up.com. Mais je pense que tu vas peut-être mettre les liens quelque part Absolument. avec le podcast. Voilà. Le plus simple, c'est directement sur le site web. J'en profite pour préciser aussi que sur la partie Socially Map, il y a une offre d'essai de 14 jours qui est gratuite, qu'on peut utiliser. On peut déjà créer des schémas, on peut bidouiller l'outil, on peut déjà faire des premiers schémas assez sympas de manière gratuite pour essayer l'outil. Ouais. Eh ben, écoute, le message est passé. Je pense que les gens vont pouvoir se lancer un petit peu et voir ce qui est illustrer un peu tout ce qu'on vient d'entendre, parce que je pense que ça a attiré l'attention. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci pour toutes tes explications et même ton regard sur le sujet actuel qui évolue pas mal. Il y a pas mal d'actualités qui tournent autour des réseaux sociaux. C'est devenu central dans l'économie. Et ravi du coup de vous compter parmi les partenaires Senpai avec Social Imap. Florent, je te souhaite une bonne continuation et merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, David. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.